Salut, moi c'est Rose, et vous écoutez un épisode de Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Voici, chères auditrices, la suite de ma rencontre avec Hélène Thuy, avocate pour les animaux et coprésidente du Parti animaliste. Dans la première partie, elle nous a raconté les raisons qui l'ont poussée à devenir végane, puis on a parlé d'élections et de comment faire de la politique pour les animaux. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y vite. Nous allons maintenant parler de son métier d'avocate pour la défense des animaux. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti. Bon, maintenant, on peut dire que vous êtes une femme politique. Je sais pas. Vous l'avez en tout cas été un temps et peut-être un peu plus, on ne sait pas. Mais vous exercez également en tant qu'avocate, là, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, et vous plaidez régulièrement pour la cause des animaux. Alors, comment est né cet engagement ? Est-ce que c'est une vocation qui date d'il y a longtemps ? Est-ce que c'est... Voilà, comment c'est arrivé, cette envie de défendre les animaux notamment par le fait d'être avocate? Alors, une chose est sûre, je ne sais pas une vocation depuis que je suis tout enfant, non. D'abord parce que je n'avais pas d'avocat autour de moi, donc je ne savais pas grand-chose du métier, sinon ce que je pouvais idéaliser du métier. Non, en fait, une chose est sûre par contre, c'est qu'adolescente, j'ai voulu m'orienter vers les études de droit et j'ai voulu être avocat pour défendre la cause animale. Ça, c'est une certitude. C'est ce qui m'a orientée vers la profession d'avocat, c'est d'abord la cause animale parce que à l'époque, il y avait assez peu de contentieux en droit des animaux, peu de procès, peu d'affaires, et qu'il me semblait que c'était un levier qu'il fallait mobiliser. Alors pas que ce soit miraculeux, mais que ça permettait, en tout cas c'était assez inexploré, ou en tout cas pas suffisamment exploré, et qu'il y avait des possibilités d'obtenir des avancées par ce biais-là aussi. Par le biais de la justice, ouais. Ok. Et donc ça, c'était quand vous étiez adolescente, c'est ça ? Oui, alors les études de droit, c'était quand j'étais au lycée, et après quand je suis allée à la fac. Alors quand je suis entrée à la fac, le droit m'a passionnée, vraiment. Alors autant collégienne et lycéenne, ça m'intéressait pas vraiment. J'étais pas très assidue, pas très... voilà, bon, je faisais le minimum syndical pour essayer de passer l'année suivante, mais vraiment minimum. Donc voilà, pas de passion particulière. Par contre, dès que je suis rentrée à la fac de droit, là vraiment, ça m'a passionnée. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier. Et ça a conforté au fur et à mesure le fait que je voulais être avocat et que j'allais pouvoir défendre les animaux. Ce qui se passe aussi, c'est que quand j'ai commencé à être à la fac, j'ai toujours été adhérente des associations, mais je me suis rapprochée plus activement pour leur proposer de l'aide. Et notamment faire des petites recherches juridiques pour essayer de les aider. À l'époque, il y avait assez peu de juristes et encore moins d'avocats dans les associations, ou en tout cas qui proposaient leur aide. Donc de toute façon, même si je connaissais quasiment rien en droit que j'étais au début, c'était toujours une petite aide qu'ils appréciaient. Et donc, je me suis mise pendant mes études de droit à faire des petites recherches juridiques. Et ça m'a, pour les animaux, donc, et pour les proposer aux associations, pour écrire des petits articles, des petites notes, des choses très simples, hein, mais à ce niveau-là. Mais du coup, ça m'a encore confortée dans l'idée que oui, j'allais me diriger vers cette profession pour défendre les animaux. Donc, ce qui fait qu'après, pendant les études de droit, comme j'avais déjà un petit peu touché à ces questions, à ces réglementations, à ces législations sur les animaux, après, j'ai poursuivi ça, en fait, en étant avocat. Alors, vous dites avocat et pas avocate ? Avocate, oui. Je sais que... Alors, peu importe, en fait. Je suis pas très... je sais qu'il y a des confrères que ça crispe beaucoup qu'on dise avocate. Donc, bon, ah bon ? Ah, d'accord. Ouais. J'ai des consoeurs qui supportent pas que je dise avocate. Pour moi, ça me... Ok, donc c'était peu importe, ouais. Bon, cette idée de passer par la justice après, c'est cohérent, je veux dire, dans ce parcours-là, et puis d'avoir rencontré des gens dans les associations. Alors, est-ce que c'était des associations qui existent toujours ? Oui, il y en a eu plusieurs. Notamment, moi, j'étais à l'époque très préoccupée par les questions d'alimentation et végétarienne, donc j'étais plutôt Association végétarienne de France, parce que pour moi, c'était vraiment un sujet de permettre à tous ceux qui le souhaitaient de pouvoir manger végétarien ou végétalien, les enfants notamment dans les écoles, etc., parce que c'était difficile, enfin, ça l'est toujours de toute façon, mais ça faisait partie des sujets sur lesquels j'ai commencé dès le début de mes études de droit à travailler.
Alors comment ça se passe justement avec les associations notamment on peut le dire, je pense que vous êtes avocate pour L214, c'est une association qui est très très connue, qui fait beaucoup d'enquêtes, un peu sur le système agroalimentaire et les abattoirs, les élevages. Et vous êtes amené régulièrement en fait à faire des plaidoiries pour ces causes-là avec cette association. Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous intervenez dans... Alors, est-ce que si vous avez des exemples en particulier ou s'il y a un peu une façon de faire Alors, ça dépend parce que ça dépend le type de procédure, mais sur les enquêtes de L214, en général, ils font leur enquête, ils reçoivent leurs éléments de lanceurs d'alerte, ils vont les analyser, vont déterminer si oui ou non c'est assez sérieux pour justifier une sortie d'enquête, une plainte et une médiatisation dessus. Donc en fait, ils préparent ces éléments-là, notamment les éléments qui vont, selon eux, permettre d'établir des infractions. Ils vont nous les envoyer. Donc on travaille à deux avocates, Caroline Lanty et moi sur les dossiers d'L214, et il y a aussi mon collaborateur Olivier Vidal qui est dans mon cabinet, qui travaille aussi avec nous sur ces dossiers-là. Donc on reçoit les éléments, on les analyse sous le prisme juridique pour voir quelles sont les infractions qui peuvent être ou pas relevées, et on rédige les plaintes au vu de ces éléments-là qu'on va adresser au procureur de la République. Après il y a tout le travail de suivi de plainte. Et une fois que l'enquête est terminée, que le procureur décide, dans le côté positif des cas, de poursuivre, parce qu'effectivement, il a une enquête claire et carrée qui permet d'établir des infractions. Et donc, il le poursuit devant la juridiction correctionnelle. Et donc, nous, association, on vient pour plaider les dossiers, pour défendre les intérêts des animaux. Ça, c'est le volet... qu'on connaît le plus, le volet pénal, sortie d'enquête, etc. Il y a d'autres volets où, par exemple, de plus en plus, on développe les recours en responsabilité contre l'État, c'est-à-dire contre les services vétérinaires, c'est-à-dire que ce qu'ont pu montrer les vidéos de L214, c'est qu'en fait, les services vétérinaires, ils sont très défaillants. Ils s'occupaient des règles sanitaires parce que c'est là où il y a le risque de contamination pour les humains. Et toute la partie ante-mortem, donc pendant que les animaux sont vivants, de leur arrivée à l'abattoir jusqu'à leur mise à mort, par exemple, ça... On a beau nous expliquer que si les animaux sont maltraités, la viande a mauvais goût, ça, jamais personne s'est plaint de ça. Donc la réalité, c'est que c'était pas leur priorité. Et ce qui a amené effectivement aussi à toutes les infractions qui ont été révélées dès les années 2015 par L214. Et donc on a développé des recours en responsabilité contre les services vétérinaires de l'État, pour pointer les défaillances dans leur contrôle, leur mission de contrôle, de surveillance et de sanction, parce qu'ils ont aussi l'obligation de sanctionner les règles de protection animale. Les vétérinaires, normalement, devraient... Ils devraient, par exemple, ils ont la possibilité de mettre à l'arrêt une chaîne d'abattage, de faire des mises en demeure, et de saisir le procureur de la République, sauf qu'ils le font quasiment jamais, et c'est toujours les vidéos de L214 qui permettent, avec la médiatisation, d'obtenir ce genre de procès-verbaux et ce genre de poursuites. Donc il y a tout ce travail aussi qui est peut-être un peu moins connu, qui est de mettre l'État face à ses responsabilités. Les animaux, il y a des règles, alors déjà on les place dans des conditions absolument abominables, les pires possibles, mais au minimum qu'on respecte les minimums des règles qu'on a prévues pour eux, et ça c'est même pas fait. Donc voilà, d'où les actions contre l'État. Et pourquoi les vétérinaires ne sont pas plus agissants, acteurs là-dedans Il y a des pressions Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, ils sont en sous-effectif. D'accord. Souvent, c'est quelque chose qui revient. Souvent aussi, dans les abattoirs, c'est pas des lieux très commodes. Il peut y avoir des fois des tensions avec les directeurs d'abattoirs. Ça, des agents de services vétérinaires m'ont déjà parlé de ça, à savoir qu'effectivement, ils ont des pressions. L'abattoir, il veut faire un chiffre, il veut abattre tant d'animaux, et si le vétérinaire vient ralentir la chaîne, l'arrêter, etc., ça a forcément un impact sur la cadence d'abattage et donc, in fine, sur le résultat économique. Et donc, il y a aussi toutes ces pressions, et des fois, on a même des PV d'audition où les vétérinaires nous disent « Ah, mais l'abattoir était en situation économique un petit peu difficile, donc j'ai préféré pas avoir de mesures négatives susceptibles d'impacter plus encore l'activité de l'abattoir, alors que c'est pas leur problème. Ils sont pas là pour respecter des impératifs économiques, ils sont là pour faire appliquer des règles. Oui, c'est étonnant, parce qu'en plus, c'est complètement... ils sont mandatés par l'État, ces vétérinaires. C'est les vétérinaires officiels. C'est ça, donc en fait, ils n'ont même pas de
pression financière sur eux, par exemple, ou donc non. Mais après, donc il y a le problème du nombre aussi, hein, clairement, ça c'est voilà, ça on peut pas, ils n'ont pas les effectifs suffisants. Mais de façon générale, ça, on a parlé des abattoirs, mais sur les élevages, par exemple, il y a 1% d'élevages qui sont contrôlés en France. 1%. D'accord. Et ça, c'est les statistiques, c'est pas le 214, c'est les statistiques de la Cour des comptes européenne. Et c'est constant depuis des années. Donc avec 1% de contrôle, c'est toujours le principe, hein, tant qu'il n'y a pas de contrôle, on est un peu plus laxiste sur les... Voilà. Et ça, c'est une responsabilité de l'État. L'État doit mettre les moyens pour que les règles de protection animale soient respectées, les contrôles soient effectués, les sanctions soient prises. Et donc ça, vous arrivez à poursuivre l'État Alors, pour l'instant, on a engagé plusieurs recours. Pour l'instant, on n'a pas encore de décision. C'est en cours parce que la justice est longue. N'est-ce pas? Surtout sur ces questions-là. Voilà. Donc, c'est en cours. On devrait avoir bientôt des décisions, mais pour l'instant, c'est en cours. Et de toute façon, je pense que ça va être un chemin juridique assez long, parce que c'est un petit peu des domaines qu'on défriche. Il n'y a pas, pour les abattoirs, par exemple, il n'y avait pas de décision là-dessus. Et voilà, on essaie de porter aussi la cause animale sur le terrain juridique pour que les animaux, c'est pas rien, il faut aussi les défendre. Et puis bon, on se dit que c'est pareil, les gens de la justice, normalement, ils doivent avoir aussi des chiens, des chats. Mais bon. Oui, mais des fois, faire le lien entre le chien et le chat et le mouton, le cochon, le je ne sais quoi, ou le poulet qui est dans l'assiette, c'est pas forcément fait. Donc, bon. Est-ce que vous avez réussi des combats? Est-ce qu'il y a des décisions de justice qui ont été prises dans le bon sens? Qui font que on garde espoir et qu'on continue à se mobiliser, à se battre pour la défense des animaux. Oui, alors, quand on parle de décision de justice, il y a des condamnations, heureusement, on en obtient régulièrement. Ça, c'est la première chose, donc ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Par contre, comme on le dit souvent, quelle que soit la condamnation, ça sera jamais à la hauteur de ce que subissent les animaux, ces milliers et ces millions d'animaux. Donc même si vous avez une condamnation, finalement, ça sera jamais à la hauteur. Donc bon, de ce point de vue-là, et j'ai envie de dire, c'est pas forcément ça le sujet, c'est pas la question de la répression à tout craint. La question, c'est comment on fait pour éviter que ça se reproduise surtout. Et donc, il y a quand même un effet qui peut être un peu dissuasif, qui a permis que l'État soit plus regardant. Alors, il y a encore beaucoup à dire, hein, comme on l'a dit il y a quelques minutes. Mais sur des abattoirs, par exemple, on l'a vu, le premier procès d'abattoir qu'on a eu, c'est le Vigan, le fameux petit abattoir bio. C'est ça, c'était un abattoir bio. Bio, voilà. Donc avec toutes les qualités qu'on attache d'habitude aux petits abattoirs bio, qui traitaient les animaux pas mieux que dans les autres abattoirs. Et donc ça a quand même permis d'avoir 2 jours d'audience, qui est énorme. 2 jours d'audience pour parler des animaux, pour avoir quelque chose qui est aussi une vertu intéressante, c'est de mettre à la barre d'un tribunal des responsables d'abattoirs, des directeurs d'abattoirs, des responsables d'élevage, qui n'aiment pas évidemment se trouver dans cette position-là, mais et de parler des animaux, leur demander de rendre des comptes à la société, parce que quand on est dans un tribunal, on rend des comptes aussi à la société. Et ça, même si ça ne se mesure pas en termes de décision rendue, ça a un impact parce que ça va envoyer un message aussi à d'autres. Alors, loin de moi l'idée de dire que les effets sont incroyables et que ça va bien dans le meilleur des mondes, hein, c'est pas ça. Mais ça a une vertu quand même de montrer que, même si la tâche est immense, on s'intéresse à la question animale, et de plus en plus, et que de plus en plus, ils vont être comptables de ce qu'ils font subir aux animaux. Et donc, ça permet, je trouve, tous ces procès d'abattoirs, et notamment les premiers qu'il y a eu, de mettre vraiment le focus, de mettre aussi de la médiatisation, parce que je me rappelle le premier procès du Vigan, donc à Alès, c'était incroyable. Il y avait des journalistes partout. Et donc, forcément, de la diffusion de l'information, et les citoyens aussi sont alertés par rapport à ça. Donc, beaucoup disent qu'ils ont réduit leur consommation, donc c'est toujours difficile de mesurer, hein, parce que tout le monde dit qu'ils réduisent sans qu'on sache vraiment à quoi ça correspond, mais bon, admettons. En tout cas, sur l'intention et dans la démarche de se dire que oui, maintenant on n'a plus le choix, il va falloir réduire, ou même mieux, s'inscrire dans un arrêt de la consommation. Et tout ça, toutes ces procédures, ces médiatisations, ces différentes actions, ça fait cheminer l'idée que c'est dans l'ordre des choses. Et des personnes qui n'imaginaient même pas
il y a 10-15 ans que cette question puisse se poser. Maintenant, elle est vraiment posée. Et ça, les associations ont fait un travail formidable là-dessus. Et ça fait bouger les mentalités. C'est pas mesurable en termes de décision, de résultats judiciaires. Mais sur l'évolution de la société, c'est très positif. En tout cas, vous le sentez et vous voyez la différence entre ce qui était possible de plaider avant et ce qui est possible de plaider maintenant. Et oui, mais clairement, et de toute façon, sur les plaintes, parce qu'il y a... donc ça fait plus de 10 ans que je suis avocat, presque 15 ans. Au début, la plupart de nos plaintes étaient classées sans suite. C'était mis sous le tapis, donc voilà. Et on a vraiment eu un changement avec Alès. Alès, moi, je me rappellerai toute ma vie, c'est moi qui ai rédigé Alès. Et la plainte... Et en fait... Sur les écrans des chaînes d'information continue, on voit ces images d'abattoirs dégueulasses et qui sont à toutes les heures de la journée. Et là, on voit que le truc prend, que c'est diffusé, que les gens en parlent. On se dit, ouais, là, il y a eu... Pour moi, il y a un avant et un après Alès. Dans la place que ce sujet a pris dans la société, dans l'intérêt que les journalistes y ont porté, les médias, et dans le fait que, depuis ce jour-là, c'est plus un sujet risible comme avant, ou en tout cas, on ne s'autorise pas à publiquement... bon, toujours, on trouvera toujours des gens comme ça, ou des magistrats ou quoi, mais c'est quand même rien à voir avec avant. Et est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que Alès spécialement prenne cette ampleur-là ? Est-ce que la société était prête tout simplement ? J'avoue que moi, c'est pour moi un mystère, parce que... Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont devenus véganes ou végétariens après Alès, les bébés d'Alès, on les appelle. J'avoue que moi, j'ai toujours pas compris, mais je pense que oui, c'était peut-être une conjonction. Les images, le fait de montrer les images sur des chaînes de grand public, des heures de grande écoute, les gens, vous le voyez bien, à la plupart du temps, ils veulent pas regarder ces images. Ils mangent des animaux et ils disent « Ah non, moi je ne peux pas regarder ça ». Oui, c'est ça. On ne peut pas regarder, mais enfin, tu étais responsable de ça, donc il va falloir à un moment donné pouvoir les regarder. Donc ils ne peuvent pas les regarder. Ça veut dire que quand on leur met en face, ça fait un électrochoc d'une violence, et je pense que là, tout le monde est concerné, que ce soit les journalistes, que ce soit les citoyens, enfin tout le monde. Et tout le monde a été choqué. Après, on se rassure en se disant, bon là, c'est le vilain abattoir qui a mal fait, mais tout va bien ailleurs. Voilà, ça, c'est toujours ce qu'on entend quand... C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, en vrai, c'est pas du tout nouveau, cette histoire. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir diffusé énormément ces images, mais c'est quand même le commun des abattoirs. Tous les abattoirs, pratiquement, fonctionnent de cette façon-là. Ouais. Quoi. Et d'ailleurs, ce qui a été intéressant, c'est que c'est toujours... régulièrement, à chaque fois qu'il y a ce type d'enquête, oh là là, soit la filière tombe sur le vilain petit canard d'élevage qui est l'exception de toute une filière qui a mal travaillé et puis le lâche. Au début, il faisait beaucoup ça. Pareil pour les abattoirs, mais sauf qu'il y a eu donc Alès, on était en octobre 2015. Après, quelques mois après, on a eu le Vigan, donc abattoir tout à fait différent dont on a parlé tout à l'heure, petit abattoir bio. Et après, on a eu abattoir du Pays de Soule, 15 jours ou 3 semaines après. Donc Pays de Soule, c'était Pyrénées-Atlantiques. Et là, on a été à 3, et avec à chaque fois une médiatisation très forte, et un émoi des citoyens assez important, et une décision du ministère de l'Agriculture qui a été d'organiser un audit généralisé dans tous les abattoirs. Et 80% des abattoirs ont été jugés non conformes, donc avec des non-conformités. Donc, quand on nous expliquait, oui, mais là, c'est l'exemple, vous avez de la chance, vous tombez au bon moment, vous montrez vraiment là où ça va pas, alors que ça va partout ailleurs très bien. Cet audit a bien montré qu'évidemment, c'était faux. Que c'était complètement faux, oui, bien sûr. Évidemment, c'est des pratiques généralisées. Et qui sont toujours, d'ailleurs, aujourd'hui en cours. Oui, alors quoi. Après, dans certaines mesures différemment, mais oui, on le voit encore, qu'il y a évidemment encore des problèmes dans les abattoirs, oui, c'est sûr. Mais parce que probablement aussi, on essaie de faire des choses qui, en soi, sont incompatibles même avec le fait de... La réglementation sur la protection des animaux, elle est basée sur le fait de limiter autant que possible les souffrances sur les animaux. Ça va être compliqué. Déjà, on part d'un postulat qui est un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc, on peut essayer de tourner le truc comme on veut. Mais... Parce qu'en fait, il faut quand même dire que donc, les animaux sont des êtres sensibles, sentients. C'est-à-dire qu'ils ont des émotions, la peur, la douleur, la joie, etc. Et que forcément, ils comprennent très bien ce qui va se passer dans un abattoir. Ils le sentent, bien sûr. Ils le sentent très bien, ils entendent les cris. Je veux dire, si vous les entendiez à 1 kilomètre quand vous étiez enfant, à 2 mètres, je pense qu'ils les entendent aussi, qu'ils savent très bien, ils se doutent qu'il y a un énorme danger pour eux. Mais on a une vraie schizophrénie, de façon de notre droit. C'est-à-dire que
on veut à la fois les protéger et en même temps, on réglemente l'atrocité de la façon dont ils sont exploités, tués, etc. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a, je pense, une des choses, outre les vidéos des abattoirs, une des choses, je pense, qui m'a encore plus choquée que les vidéos, c'est la réglementation de protection des animaux lors de leur abattage. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer, et je pense que personne ne peut imaginer, qu'il y ait des personnes qui rédigent des règlements qui prévoient un tel détail d'atrocité de la façon dont on tue les animaux. Alors, soi-disant pour les protéger, j'entends, c'est moins pire que s'il y avait peut-être aucune règle. Mais c'est quand même assez inquiétant sur l'état d'esprit des personnes qui arrivent à rédiger dans la moindre minutie, dans la moindre précision, la façon dont on va mettre à mort les animaux. Et ça, déjà, rien que ça inquiète sur... C'est-à-dire, par exemple... Par exemple, sur les étourdissements, les percussions de la boîte crânienne, où on va les positionnements des électrodes, où on va mettre l'intensité électrique, entre telle et telle intensité électrique, le dosage du CO2. Dosage du CO2. Par exemple, pour les cochons qu'on met dans les fosses qui sont étourdis, entre guillemets étourdis, par la concentration en CO2. Ils sont gazés, en fait. Ouais, ils sont gazés, ouais. Et voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur... les saignées, les moments de saignée, dans quelle étape, dans quel processus ça intervient. Après, enfin, toutes ces règles-là qui sont à la fois... Et notre position, elle est difficile parce que c'est des règles de protection des animaux. Donc, on est censé intervenir pour les faire respecter parce que si ces règles n'étaient pas là, ça serait encore pire. Mais ces règles en soi... sont terribles. Ah oui, bien sûr. Et de se dire, et moi, ce qui m'a toujours... Quand j'ai commencé à me pencher sur ces questions-là, de me dire, mais il y a des gens, sérieusement, qui ont fait ça, qui rédigent ça. Enfin, c'est vraiment inquiétant sur l'espèce humaine. Animal bizarre que nous sommes. Il y a des avancées, effectivement, ça arrive... Pour les animaux, dans les élevages, les abattoirs, il y a aussi un problème, c'est-à-dire que parfois, on croit qu'il va y avoir une victoire, en tout cas une avancée, et l'éleveur ou l'abattoir fait appel, et ça remet tout en question. Oui, vous faites référence peut-être à la question de la caudectomie qui avait été dans un premier temps sanctionnée par un tribunal et qui a été remise en cause récemment par la cour d'appel puisque effectivement l'éleveur avait été condamné et il a fait appel comme c'est son droit. Et la cour la caudectomie, donc est-ce qu'on peut définir la coupe des queues, pardon. La coupe des queues des cochons, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, c'est interdit. Pour être plus précise, si on pratique la caudectomie, c'est parce que les conditions de vie dans les élevages intensifs, notamment pour les cochons, sont tellement stressantes et éloignées de leurs besoins primaires qu'ils ont tendance à attaquer leurs congénères. Et le plus facile à mordre, c'est la queue. Pour éviter les risques d'infection, les éleveurs pratiquent la caudectomie, à vif, sans anesthésie. Trop coûteuse, trop chronophage, cela fait partie des mutilations pratiquées couramment dans les élevages. Le principe, c'est que c'est pas systématique, etc. Et le fait est, c'est que... alors, c'est pas moi qui ai suivi ce dossier, donc je ne serai pas aussi précise que sur d'autres dossiers que j'ai pu suivre. En tout cas, la cour d'appel a estimé que l'infraction n'était pas constituée et donc a finalement annulé la décision du premier tribunal. Alors, décision en plus, première décision qui avait été vraiment saluée de façon assez étendue à la fois en France et à la fois aussi à l'international puisqu'il y avait plusieurs organisations, ou en tout cas elle avait fait parler cette décision. C'était une véritable avancée. C'était quoi la décision exactement, vous vous rappelez ou... Non. Il a été condamné, alors je sais pas par contre, ce que je pourrais pas dire, c'est est-ce que c'était pour sévices graves ou... À mon avis c'était pour sévices graves. Je voudrais pas trop m'avancer là-dessus. En tout cas, il y a eu une condamnation parce que cet éleveur pratiquait dans des conditions qui étaient jugées non conformes à la réglementation. Et donc, il a été condamné par le tribunal correctionnel et donc, il a fait appel. Mmh. Et la Cour a estimé que non, il n'y avait pas d'infraction aux règles de protection animale. Et donc, finalement, c'est
évidemment, c'est très décevant, parce que on voudrait que toutes ces infractions que l'on considère être comme des infractions, et puis qu'un tribunal a reconnu comme étant des infractions, soient sanctionnées, parce que c'est aussi un message qui est envoyé aux autres éleveurs, à toute une filière aussi, mais évidemment, cette décision, elle a beaucoup embêté les filières et les autres éleveurs. Donc il faut bien se rendre compte qu'ils se sont extrêmement mobilisés pour faire échec à cette décision. Après, évidemment, c'est décevant, mais le combat n'est pas terminé. Des procédures, alors sur ce dossier-là, il faudra voir, mais sur ces questions-là, il y a encore énormément à faire, beaucoup de contentieux à mener, beaucoup d'actions à mener. Et cette décision, elle n'éteint pas le sujet, elle ferme pas le chapitre. Oui, c'est-à-dire que ça peut être une décision qui envoie le message finalement aux éleveurs qu'il y a une sorte d'impunité, quoi. Enfin, ça remet en fait à zéro, le compteur à zéro sur la décision qui avait été prise en amont. C'est-à-dire là, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est pas grave, quoi. Il y a une infraction, mais... Alors, du coup, il n'y a pas d'infraction, justement. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas d'infraction, quoi. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on est sur un droit qui se construit. Donc, c'est aussi un peu normal, même si c'est énervant, hein, on va pas se mentir. C'est un peu normal qu'il y ait aussi des décisions un peu, des fois, contradictoires, un peu tâtonnantes, parce que, voilà, c'est un contentieux qui est assez nouveau, qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux derrière, des enjeux de protection animale qui sont de plus en plus montants, des enjeux économiques des filières. Et donc, on est sur des sujets qui ne sont pas simples à traiter. C'est-à-dire que c'est un changement de société, en fait. On sent, entre les lignes, c'est la question de est-ce qu'on continue, notamment l'élevage intensif, et puis au-delà de ça, de se servir des animaux. C'est aussi pour ça revient à une des premières questions tout à l'heure, pourquoi aussi aller sur le terrain politique ? Parce que la question animale, c'est des sujets de société, et effectivement, au bout d'un moment, le juge, il a ses limites, il est censé appliquer le droit, et effectivement, la question de savoir, par exemple, sur l'élevage intensif, est-ce qu'on continue ou pas l'élevage intensif ? Oui, il y a aussi, à un moment donné, les citoyens qui doivent pouvoir se prononcer là-dessus, et si on leur laisse la parole là-dessus, malheureusement, on ne le fait pas encore. Alors on va espérer que ce combat continue en justice, en politique, avec vous, avec tous les militants qui vous accompagnent, et toutes les associations, etc. On va suivre ça de près. Est-ce que, pour terminer, est-ce que vous avez peut-être un message ou quelque chose à dire pour des gens qui, on l'espère, nous écoutent et peut-être ne connaissent pas vraiment toutes ces questions, sont néophytes, se posent des questions eux-mêmes sur leurs proches, peut-être eux-mêmes, passer le pas, on ne sait pas. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces personnes-là ? Alors, déjà, quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de porte d'entrée unique sur le sujet de la cause animale. Il faut que chacun se sente assez libre de venir à cette question de la façon qui lui paraît la plus en adéquation avec son mode de vie, avec ses convictions, avec son feeling aussi, avec ce qu'il ressent. Il y a des personnes qui vont rentrer dans la question animale avec l'alimentation, et c'est une façon très intéressante d'y rentrer. Il y a d'autres personnes qui vont y rentrer en lisant des livres, qui vont intellectualiser la question animale. Il y en a d'autres qui vont y rentrer par le côté plus sensible, c'est-à-dire l'amour des animaux, aller passer du temps avec les animaux, s'occuper de leurs animaux de compagnie, etc. En fait, je pense que c'est vraiment, vraiment important de se dire, il n'y a pas de règle absolue. Par contre, il y a un problème avec la question animale, c'est clair, dans nos sociétés. Donc, c'est quand même important de se poser la question de, alors, si vous n'avez pas envie de lire, par exemple, il y a énormément d'ouvrages qui sont passionnants sur ces sujets-là, mais tout le monde n'a pas forcément envie de se lancer là-dedans. Et beaucoup de personnes viennent à la question animale juste par comment dire, un peu de façon naturelle, j'ai envie de dire, sans l'intellectualiser. Et il ne faut pas qu'ils culpabilisent avec ça, parce que des fois, on a l'impression que la question animale, c'est une question un peu intellectuelle, ou des fois trop intellectualisée. Et je pense que ça freine certaines personnes qui ont pas forcément envie d'aller passer des heures à lire des livres, d'écouter leurs émotions, de regarder les animaux, de voir comment ils se comportent, de se rendre compte que c'est des êtres sensibles quand ils voient leur chien, leur chat ressentir des émotions, qu'ils ont du plaisir à être avec eux, à les regarder, à s'occuper d'eux. Eh bien, tout ça, c'est des éléments qui vous amènent à rentrer dans la question animale sans que vous ayez obligé de mettre une étiquette, forcément, ou un titre, ou je ne sais quoi.
c'est vraiment le fait de sentir que la question animale, c'est une question qui est importante. Et donc pour ça, il y a plein de biais. L'important, c'est de se poser des questions. Chacun va aussi à son rythme. Il n'y a pas aussi de règle absolue de se dire... voilà, il y a des personnes qui se disent « Bon, mais moi, j'arrive pas du jour au lendemain à arrêter de manger des animaux. » Il ne faut pas se mettre de la pression par rapport à ça parce que si ça ne vient pas spontanément, si vous ne le ressentez pas au fond de vous, eh bien, ce sera pas ça sera un changement qui... Comment dire, que vous subirez, alors que ce qui est vraiment important, c'est que le fait d'arrêter de manger des animaux, de changer de regard sur les animaux, c'est pas quelque chose qui est contraignant, c'est quelque chose qui est libérateur. Et si vous vous sentez pas prêt, vous allez sentir cela comme une contrainte, alors que c'est une véritable libération, un poids en moins que l'on a, lorsque on met en adéquation finalement ce qui nous paraît instinctivement comme bon, comme juste, avec nos pratiques. Donc vraiment, il faut prendre son temps, il faut s'écouter, et voilà, pas se sentir jugé ou sentir en tout cas très libre de pouvoir prendre la question animale comme elle nous vient et comme on peut aussi, en fonction voilà, de notre personnalité, de notre timing, de pouvoir la mettre en place et la mettre en œuvre et la réfléchir. Oui, et puis ça contribuera forcément à toutes ces réflexions, de toute façon, y penser. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous avez, pour la question finale, pour que tout le monde puisse profiter, une recette végane à nous donner, ou si vous n'avez pas de recette, un endroit où vous allez manger et que vous appréciez? Alors, une recette très basique, parce que l'intérêt aussi des recettes, c'est de montrer que c'est accessible à tout le monde, à tous les budgets, à tous les niveaux de cuisine, et moi, mon niveau est très très bas. Donc, pour l'apéritif et discuter autour de la question animale, je vous propose une tapenade aux olives. Avec, moi, je prends la même quantité d'olives noires dénoyautées et d'olives vertes dénoyautées. Avec de l'huile d'olive, ça vous ajustez en fonction de vos goûts pour l'huile d'olive, des capres, de l'ail, et vous mixez tout ça dans un petit mixeur et avec du pain grillé, et c'est formidable. Magnifique, très simple et très appétissant. Voilà. Merci beaucoup Hélène Thuy d'avoir accepté d'être notre première invitée. C'est un grand honneur et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Voilà, chers auditrices, c'était ma rencontre avec Hélène Thuy. Je me sens imprégnée de sa combativité, de son optimisme sans faille et de sa bienveillance. Et vous ? J'espère que cet épisode vous a plu et que, comme moi, vous avez de nouvelles clés pour mieux comprendre la cause animale. Si vous voulez approfondir, vous trouverez toutes les références en description de cet épisode, ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de Poule Sentimentale. Enfin, je voulais vous dire que produire un podcast demande beaucoup de travail et d'investissement personnel. Alors si vous voulez m'encourager à continuer, parlez-en autour de vous, partagez sans limite et mettez plein de petites étoiles dans votre lecteur préféré. À très vite!